Bonsoir à tous et les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 22h dont elles sont les faits saillants. Déplacement remarqué du Premier ministre à Arta. Également dans l'actualité, Djibouti invité de marque de la 108e session du Conseil de l'OIM à Genève. Et le Maroc va rapatrier des milliers de migrants de Libye. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par cette visite du Premier ministre à Arta. À l'invitation de la population de la région, le Premier ministre a effectué ce matin un déplacement très remarqué. Il était accompagné à cette occasion de plusieurs membres du gouvernement, des membres du comité exécutif du RPP ainsi que des parlementaires. La population d'Arta est venue donc de toutes les localités. Ces jeunes ont accueilli donc massivement le Premier ministre. À son arrivée, le Premier ministre a été accueilli par le ministre de la région, donc Dr Jamal Meoukié, Younis Ali Guedi, entouré du préfet d'Arta, du président du conseil ainsi que des autorités de la région. Le Premier ministre a été accueilli par une foule en liesse et ce fut pour lui l'occasion de prendre un bain de foule. La mobilisation pour la visite du Premier ministre était impressionnante. De Kart de l'Oyada d'Arta, Ouéa, Demerjouk, de Douda. Les populations étaient toutes réunies pour cette occasion. Le Premier ministre a partagé un moment avec les Artaouis et à la fin de la visite, des cadeaux lui ont été remis. Et après les réjouissances et les retrouvailles, place aux choses sérieuses avec une rencontre entre le Premier ministre et la population en présence de plusieurs membres du gouvernement, notamment les ministres natifs de la région, Dr Jamal Meoukié, ministre de la Santé, et celui de l'énergie, Younis Ali Guedi. Les représentants de la population d'Arta ont remercié le Premier ministre pour sa visite dans la région. Les discussions étaient franches, cordiales et directes entre les deux parties. La situation sociale, surtout les difficultés dans le secteur du développement, ont été largement évoquées durant les discussions. Le Premier ministre a prêté une oreille attentive aux échanges avec les leaders communautaires de la région et a promis de trouver des solutions adéquates aux doléances soulevées par les Artaouis. Et après l'intervention des Oukal de la région d'Arta, qui était au nombre de 160 sages, le ministre de la région et le ministre de la Santé a pris la parole pour indiquer que la délégation gouvernementale et les membres du comité exécutif du parti RPP ont pris la bonne note. Donc, les doléances soulevées par les notables. Cette rencontre de la population et du Premier ministre était importante dans la mesure où il était accompagné par tous les ministres du secteur. Pour sa part, le ministre de la Santé a annoncé que les infrastructures sociales évoquées durant la réunion sont en cours de réalisation. Les membres du gouvernement ici présents ont fait de même et ont promis une réponse rapide aux doléances soulevées par les représentants de la population de la région d'Arta, a indiqué le ministre de la Santé. Le Premier ministre a pris la parole pour remercier toute la population pour l'accueil chaleureux et unique en son genre qui lui a été réservé, ainsi qu'à sa délégation concernant les doléances soulevées
Lors de la réunion, le Premier ministre a rassuré l'Assemblée des notables qu'elles seront toutes satisfaites dans un délai, donc avec l'aide de Dieu. Rien ne sera laissé aux hasard et comme le président de la République l'a dit avant moi, il n'y aura aucune personne donc qui sera laissée pour compte dans ce pays. Direction Genève en Suisse, où le ministre de l'Intérieur Hassan Omar Mohamed a pris part au 108e Conseil de l'OIM. Au cours de ce déplacement, il était accompagné par le secrétaire exécutif de la République de Djibouti, qui était donc l'invité de marque de cette 108e session du Conseil de l'OIM. Le ministre de l'Intérieur Hassan Omar Mohamed a prononcé un discours très attendu et hautement important au nom du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, dans lequel il a abordé les causes profondes de la migration telles que la pauvreté, les crises humanitaires qui déchirent ce monde. Dans son intervention, justement, Hassan Omar a d'abord abordé les causes liées aux migrations, telles que les conflits, les changements climatiques, et a émis des solutions à mettre en place par le biais de mécanismes régionaux et internationaux pour lutter contre la migration clandestine, que je vous propose d'ailleurs de suivre. Du chef de l'État de la République de Djibouti, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, et à mon nom personnel. Avant tout propos, j'ai l'honneur d'adresser mes sincères remerciements au directeur général de l'OIM pour l'invitation du chef de l'État de Djibouti à prendre part au 108e Conseil de l'OIM. Le 108e Conseil de l'OIM, ainsi que les consultations qui se sont tenues en 2017 et se poursuivront en 2018, constitue un tournant important pour Djibouti, qui est parmi les pays pilotes du CRFF et a participé avec beaucoup d'intérêt aux préparatifs du pacte mondial sur l'immigration et du pacte mondial sur les réfugiés qui seront adoptés en septembre 2018. Comme vous le savez tous, la gestion du flux migratoire est devenue au fil des temps un phénomène qui constitue un enjeu planétaire qui concerne tous les États à travers le monde, directement ou indirectement. La population de l'Afrique compte aujourd'hui plus de 1,2 milliard d'habitants. Et parmi les 10 premières nationalités des migrants arrivant en Europe, 8 sont du continent africain. Parmi ces populations, des milliers de jeunes africains, voire même de mineurs, tentent clandestinement de gagner le pays du Golfe ou la Méditerranée à la recherche d'une vie meilleure avec tous les risques que l'on connaît. En dépit de cette prise de conscience, force est de reconnaître que les initiatives internationales, continentales ou régionales, sont bien en deçà des attentes. Il est communément admis sur le continent africain que la mort et l'exploitation des milliers de jeunes Africains sur les routes migratoires n'est pas une fatalité. Je suis convaincu qu'une gestion globale concertée de la migration serait un atout. Notre pays se trouve aujourd'hui sur la voie de la croissance et du développement accéléré malgré de nombreuses adversités de toute nature, notamment d'ordre sécuritaire. Notre pays, au sein de la région, notamment dans la Corne de l'Afrique et dans le monde, joue un rôle prépondérant dans la conciliation de la stabilité et de la paix. Dans
Dans un second volet, le ministre de l'Intérieur a émis également le souhait de mesures importantes prises pour l'accès à la santé des migrants à travers des patrouilles mobiles de santé, mais également l'assistance aux migrants avec une plus grande appropriation de la problématique par l'État à travers l'Office national pour l'assistance des réfugiés et des sinistrés. Les défis auxquels notre pays est confronté face à ces mouvements irréguliers des personnes et l'impact sur nos structures publiques, notamment celles de la santé et des forces publiques, Djibouti continuera, au nom d'un engagement moral, d'adopter une approche humaine, empathique, envers ces nombreux individus qui sont en détresse et à la quête d'une vie meilleure pour eux et leurs familles. Notre souhait le plus cher est que les États membres participant à la préparation du pacte mondial sur la migration s'imprègnent de ces défis importants, surtout sur le continent africain, et s'accordent sur des cadres de protection de base pour les individus les plus vulnérables, tels que les enfants, les femmes, les migrants vivant avec des handicaps physiques et psychosociaux, et tout autre migrant exposé à des abus importants. Depuis notre dernière rencontre, Monsieur le Directeur général, la République de Djibouti a entrepris un ensemble de mesures destinées à renforcer et à consolider sa stratégie de gestion de la population migratoire dans son ensemble. Parmi les mesures entreprises, j'aimerais rappeler du haut de cette tribune la consultation nationale sur le pacte sur l'immigration qui s'est tenue en septembre dernier avec l'appui de l'OIM à Djibouti. La désignation du ministre de l'Intérieur comme coordinateur national sur les questions relatives à la migration, un comité interministériel qui a été mis en place à travers une approche participative et inclusive mènera dans un proche avenir l'adoption d'une politique nationale migratoire. Des mesures importantes prises pour l'accès à la santé des migrants à travers des patrouilles mobiles de santé, mais également l'assistance aux migrants avec une plus grande appropriation de la problématique de l'État à travers l'Office national pour l'assistance des réfugiés et des sinistrés. Direction l'Arabie Saoudite où le ministre de la Défense Ali Hassan Bahdon a participé à la première réunion inaugurale de la coalition militaire islamique pour lutter contre le terrorisme. Lors de ce déplacement, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement était accompagné du général Taher Mohamed Ali, chef d'état-major de la Défense par intérim, du colonel Mustafa Ali et du conseiller militaire de la présidence Cheikh Mohamed Saleh, conseiller technique du ministre de la Défense, du colonel Abdurrahman Adancher, commandant de la Marine nationale, ainsi que d'autres personnalités civiles et militaires. En marge de cette visite, le ministre de la Défense a pu donc rencontrer son homologue et en discuter des relations de coopération militaire notamment. Le ministre de la Défense s'est également entretenu avec le vice-premier ministre somalien, M. Mahdi Mohamed Ouled, chef de la délégation somalienne. Leur entretien a porté essentiellement sur le renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays, le ministère et les deux ministères sur les activités de nos contingents en Somalie, et ce afin de lutter contre le groupuscule d'Al-Shabaab qui sévit dans la région de la Corne de l'Afrique.
Et dans le reste de l'actualité, la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Ahmed Hassan, accompagnée du ministre délégué à la décentralisation, Hamadi Mohamed Aramis, de la représentante du PNUD, Madame Barbara Menzi, et du préfet de la région de Tadjoura, Abdelmalik Mohamed Banoita, s'est rendu ce week-end à la sous-préfecture pour la remise de machines à coudre octroyées par la première dame Khadra Mahmoud Haid, avec des accessoires qui permettront aux femmes de se lancer dans des activités génératrices de revenus. Suite donc, Madame la ministre et sa délégation ont pris le chemin du village de Balho. Elle a pu visiter des classes de programmes d'alphabétisation en langue afar mises en place par son département sur initiative du président de la République pour éradiquer l'analphabétisme des femmes dans le pays. Les apprenantes ont exprimé leur satisfaction et intérêt qu'elles portent à ce programme mis à leur disposition, ainsi que les avantages dont elles en tireront sur de long terme. Elles n'ont pas omis de remercier le président et la première dame pour ce projet. Ensuite, cette même délégation s'est rendue à Hangadé, où ils ont donc eu un accueil très chaleureux de la part de la population locale. La ministre a remercié la population pour l'accueil qui lui a été réservé à sa délégation. Elle a demandé aux femmes de Hangadé de s'investir plus dans l'artisanat. Cette délégation s'est entretenue avec la communauté locale, dont les femmes ont émis certains souhaits et doléances légitimes qui n'ont pas manqué de saisir l'occasion pour remercier la première dame, le ministre de la décentralisation, accompagné également Madame la ministre. Et dans son intervention, le ministre de la décentralisation, Aramis, a accompagné de son collègue de la ministre de la Femme, Moumina Ahmed, lors de cette visite à Hangadé à Balho, s'est entretenu devant l'assistance pour préciser que cette mission a été provoquée par le ministre de la Femme pour s'informer des conditions de vie difficiles et des besoins importants dans ces zones rurales où vivent une forte population des femmes et des enfants. Il a précisé que la ministre est venue pour échanger et discuter des voies et moyens d'améliorer leurs conditions de vie. Il a également félicité les populations des deux zones d'avoir exprimé d'une façon claire leurs besoins à travers leurs représentants. Le ministre a conclu qu'il était donc du devoir des membres du gouvernement de se rendre auprès des populations, de s'informer de leurs conditions de vie et besoins et apporter ainsi des réponses adéquates. Et dans son intervention, la ministre de la Femme et de la Famille a remercié la population de Balho et Hangadé pour leur accueil. Elle leur a promis de répondre aux doléances qui lui ont été faites par cette population des zones rurales. Dans le reste de l'actualité, une première à Djibouti avec la Chambre de commerce qui organisera dimanche et lundi des grands événements qui sont la première foire commerciale internationale et le forum sur l'intégration régionale. Cet événement coïncide ainsi avec le 110e anniversaire de la Chambre de commerce, plus ancienne institution étatique du pays. Les préparatifs vont bon train au Palais du Peuple où sera organisé ces deux importants événements qui seront une vitrine officielle pour le pays. De nombreux officiels tels que les chefs d'entreprise sont attendus pour ces deux événements majeurs qui seront parrainés par le président de la République, le président pour ce premier forum qui offre l'opportunité pour notre pays de se faire connaître au niveau international. Parlons maintenant de projet de décentralisation avec cette convention de partenariat paraphée entre l'Union européenne et l'Association internationale des maires francophones pour le projet d'appui à la mairie de Djibouti et l'Association nationale des collectivités locales. Ce projet consiste à accompagner l'Association nationale des collectivités locales de Djibouti dans ses rôles de défenseur des communes, de relais de l'action gouvernementale de promotion de développement local et de circulation de l'information entre l'État et à renforcer les capacités des acteurs de la décentralisation et de la déconcentration. L'Union européenne est le bailleur exclusif de la question de l'appui à l'autorité locale à travers une subvention
allant de 950 000 € afin d'appuyer les questions de décentralisation dans le pays, améliorer les qualités de services rendus par les autorités locales aux administrés. Cette signature intervient à l'heure où la gestion des eaux usées constitue une problématique majeure pour un grand nombre des populations africaines. Des habitants sont vraiment très importants. Le projet qui nous a amenés ce matin, nous allons développer en coopération avec l'Association internationale de maires francophones, mais aussi l'Association nationale des collectivités locales ici à Djibouti. C'est un projet que l'Union européenne finance avec un montant important de 950 000 €. Ce projet va vous exposer à l'expertise des acteurs importants quand même européens et francophones en même temps, et va vous aider à développer vos services, à former vous les élus, mais aussi à aider la mairie de Djibouti. Le secrétaire permanent de l'Association internationale des maires francophones, Pierre Bailey, a bien précisé dans son allocution que la décentralisation a pour objectif d'améliorer l'efficacité des services publics et de les rapprocher, et donc les institutions publiques de population, afin de mieux répondre à leurs attentes en termes de développement local. Cependant, au-delà de cette joie, au-delà de cet engagement, on ne doit pas oublier la portée du projet, du programme, les changements qu'il va impliquer dans la manière de faire de la part des acteurs, de la part de la population, de la part des hauts fonctionnaires, de la part des élus. Il est clair que si le développement local est fondé sur la participation et le consensus entre les élus d'une part et les acteurs locaux d'autre part, la décentralisation, elle, est l'expression d'un droit de substitution, droit que l'État accorde aux collectivités locales. Pour que ce nouveau système fonctionne, il faut en priorité lever les suspicions, les craintes, les risques de mauvais procès. Je pense aux intentions que l'on prête à l'État de se décharger de ses problèmes sur les collectivités locales ou d'imposer aux collectivités ses propres manières de faire. Alors à ce moment, Madame la Présidente, Monsieur l'Ambassadeur, nous devons tous ensemble remercier l'Union européenne et son représentant, qui est à l'origine de notre engagement pour Djibouti. L'Union européenne qui, partout, marque sa confiance dans les villes et la coopération décentralisée. C'est le seul grand bailleur international qui marque autant cet engagement. Un grand merci aussi à la France et à son ministère des Affaires étrangères qui nous a toujours soutenus dans notre démarche. La maire de Djibouti, Fatma Awale, a précisé que cette cérémonie est le résultat de laborieuses discussions, de concertation entre les principales autorités djiboutiennes et les représentants de l'Union européenne, que je vous propose d'ailleurs de suivre. Dans le cadre du partenariat stratégique. La cérémonie qui nous réunit ces jours est l'aboutissement d'une coopération visant à renforcer la démocratie locale. En effet, cette signature intervient à l'heure où la gestion des eaux usées constitue une problématique majeure pour grand nombre des capitales africaines et constitue un des principaux problèmes environnementaux de nos villes. Je profite de cette occasion pour vous annoncer que nous sommes résolument engagés à contribuer à l'amélioration du bien-être et rappeler des populations et à la modernisation de la gestion municipale. Permettez-moi d'évoquer une citation du président de la République, son Excellence M. Ismaïla Omar Guelleh, qui disait « Les Djiboutiens et les Djiboutiennes appréhendent la décentralisation comme une chance de développement durable, respectueux de nos valeurs, de nos cultures et de notre identité. Ne les décevons pas. » Fin de citation. Cette signature vient couronner en effet une coopération franche et fraternelle de nos institutions. Et rappelons qu'en 2003, la construction de la bibliothèque municipale a été réalisée à vos financements.
Je saisis cette occasion pour remercier et même féliciter le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, car c'est sous sa présidence que la décentralisation est devenue effective. Je n'oublierai pas aussi de remercier M. Hamadou Mohamed Aramis, ministre délégué chargé de la décentralisation, pour son dynamisme, sa disponibilité, mais aussi ses précieux conseils. Permettez-moi aussi de remercier vivement l'ensemble de nos partenaires, qu'ils soient financiers ou techniques, comme le gouvernement djiboutien, l'AFD, l'Union européenne et aussi l'AMF. Et à la fin de la signature de cette convention, nous avons recueilli pour vous cette réaction d'une participante. Dans le reste de l'actualité, une journée d'amitié entre le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport et l'Institut islamique saoudien s'est tenue hier après-midi. Donc une journée d'amitié entre le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. Donc a participé à l'événement le secrétaire général, M. Mohamed Ahmed Farah, en qualité d'organisateur principal de la cérémonie riche en couleurs, aux côtés des responsables de la direction des sports et de l'ambassadeur saoudien à Djibouti. Et donc le directeur de l'enseignement privé, M. Hussein Abdullahi Bilal, et plusieurs autres directeurs des écoles arabophones ont honoré de leur présence cette journée d'amitié organisée au complexe de Balbala de Roi Fahd. Rappelons que conformément à la politique de la promotion des sports mise en place par le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport élargit son champ d'action dans le but de promouvoir le sport national dans toutes les institutions de la République. L'Arabie Saoudite s'est engagée à soutenir les sports djiboutiens en accompagnant le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. Des chants d'animation, des séries, des épreuves de course et des matchs de foot opposant l'équipe de l'Institut saoudien et l'équipe de la commune de Balbala étaient au programme de ces épreuves. Et à la fin, en fin de journée, c'est clôturé par la traditionnelle remise des trophées pour les gagnants des épreuves d'athlétisme, du tournoi de football à l'occasion de cette journée. Et le directeur de l'Institut islamique, M. Atir, a mis l'accent sur les relations bilatérales qui unissent nos deux pays. Il a rappelé les avancées de Djibouti sur le chemin du développement, vu les réalisations de Djibouti durant ces 10 dernières années. Il s'est félicité de la tenue de cet événement qui contribuera sans doute au renforcement des relations de coopération entre Djibouti et l'Arabie Saoudite, dit le directeur de l'Institut islamique. Il a ajouté dorénavant, ce qui sera donc des liens plus solides entre le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport et l'Arabie Saoudite. Il a finalement salué la politique du président Guelleh dans tous les domaines du développement du pays sur le plan de l'hospitalité, car Djibouti offre pour les sinistrés yéménites un accueil dans la dignité depuis les premiers jours de la crise. Sport toujours sous l'égide du Comité international olympique en collaboration avec le Comité olympique sportif de Djibouti. Le Comité olympique de Somalie a organisé une cérémonie d'ouverture pour la formation de coach en athlétisme premier degré au centre technique qui s'est tenue du 27 et se poursuivra jusqu'au 8 décembre. Cette formation s'est déroulée en présence du secrétaire général de la Fédération d'athlétisme somalien, secrétaire général du Comité national sportif, la présidente de la commission des femmes sportives, l'expert des formateurs d'origine ougandaise, ainsi que d'autres experts. Pour le comité olympique somalien, il y a un mois, on s'est retrouvé ici pour le séminaire de handball, formation de handball. Aujourd'hui, nous voilà ici réunis pour le séminaire des entraîneurs en athlétisme. Nous sommes très ravis d'être vous et nous espérons, Inch'Allah, que dans l'avenir, la Somalie aura sa grandeur, la paix et la prospérité. Et Inch'Allah, dans l'avenir, que ces genres de formation soient réalisés en terre somalienne. Et de là, nous passons à l'actualité à travers le monde. Le Maroc apporte son soutien à une réponse de la communauté internationale face au drame des migrants en Libye. Le royaume chérifien vient d'annoncer que des avions ont été engagés pour faciliter le rapatriement et une amende d'au moins 3800 migrants. Avec nous pour nous en parler en plus de détails, Samatar Saïd. Bonsoir. Bonsoir Ferdous, bonsoir à vous. Qu'en est-il donc de ce rapatriement de ces immigrés clandestins en Libye?
Eh bien, en fait, Ferdous, c'est au terme du 5e sommet de l'Europe-Afrique à Abidjan que les dirigeants de l'Union européenne, des Nations unies et de l'Union africaine ont convenu d'un plan d'urgence visant à démanteler les réseaux des passeurs et rapatrier les migrants en détresse, ainsi qu'à mettre un terme aux violations des droits de l'homme en Libye, aux mesures fortes de la mise sur pied d'un task force opérationnel composé des services de police, des renseignements européens, africains. Il faut aussi rappeler qu'environ 400 000 à 700 000 migrants se trouvent en Libye. Le président Macron nous a informé que le roi du Maroc a décidé de mettre des avions à la disposition du groupe de travail pour qu'ils prennent immédiatement en charge les réfugiés, a déclaré M. Alpha Condé, président de la Guinée et de l'Union africaine. Les 3 instances internationales ont aussi convenu d'un gel des avoirs et des sanctions financières contre les contrebandiers identifiés. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, qui a qualifié terrifiant le rapport sur les migrants vendus comme esclaves, les trafiquants libyens, a déclaré qu'il avait rappelé les pays de l'Union européenne à reconstituer un fonds pour l'Afrique. Et au Japon, donc, l'empereur du Japon, Samater, quittera le trône le 30 avril 2019. Qu'en est-il? Eh bien, effectivement, Ferdous, même le Premier ministre Shinzo Abe a été profondément ému de ces décisions prises à l'issue d'une réunion spéciale du Conseil impérial organisée pour choisir la date d'abdication. Le gouvernement fera tous les efforts possibles pour que le peuple japonais puisse célébrer l'abdication de l'empereur et sa succession par le prince héritier, a invité M. Shinzo Abe. Le fils aîné de l'empereur, le prince Naruhito, âgé actuellement de 57 ans, devrait accéder au trône de Chrysanthème le jour suivant. Le très populaire empereur Akihito, 83 ans, avait choqué le pays l'an dernier lorsqu'il avait exprimé son désir de se retirer, Ferdous, après un règne de près de 3 décennies, invoquant son âge avancé et des problèmes de santé. Cette annonce surprise avait posé un problème car aucun texte de loi au Japon ne prévoyait le départ en retraite d'un empereur. Une fonction censée durer à vie, qu'on peut dire, et le débat principe de succession est strictement masculin du trône japonais. Merci Samater pour ces précisions, et pour clôturer cette édition, je vous propose de suivre ces quelques images des femmes, les 16 femmes dans le monde à gouverner un pays. C'est peu, mais ce cercle involontaire très fermé s'élargit petit à petit. Dernier temps en lice, c'est Theresa May qui est devenue la 2e première ministre de l'histoire du Royaume-Uni. Je vous propose de suivre. Des 16 femmes les plus puissantes de la planète, que ce journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.